Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux qui façonnent notre continent. Ce soir, un sujet historique, la présidence sud-africaine du G20. C'est une première pour un pays africain de diriger cette instance majeure de gouvernance mondiale avec un continent en quête de justice économique, de réformes globales et d'un rôle plus actif sur la scène internationale. Cette présidence suscite à la fois de grandes attentes mais également des interrogations profondes. L'Afrique du Sud sera-t-elle à la hauteur de ce défi ? Quelles priorités défendre dans un monde fracturé entre crise économique, urgence climatique et tensions géopolitiques ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir. Et pour cela, je suis entourée d'un panel d'invités riches. À ma droite, Makala Ngebla, bonsoir. Bonsoir Soukaina, c'est un plaisir de vous retrouver au plateau de Voice Live et Voice Africa. Merci encore une fois de plus. Je rappelle que vous êtes journaliste politique et que vous êtes un ancien conseiller sous la présidence tchadienne. Ibouba, bonsoir, ravi de vous retrouver sur le plateau de Vox Live. Bonsoir Soukaina. Vous êtes journaliste de politique internationale. Et enfin, Frédéric Tchoungui, ravi également de vous revoir sur le plateau de Vox Live. Merci de me recevoir, Soukaina. Vous êtes analyste politique et vous allez nous aider à décrypter ce sujet. D'ailleurs, je me tourne vers vous pour la première question. Ce thème, il est important. En quoi cette présidence, elle pourrait marquer l'histoire ? Alors, elle pourrait marquer l'histoire. Avant de parler du fait de marquer l'histoire, il faut rappeler que c'est la 3e présidence de l'Afrique du Sud. Elle a déjà été instituée au début du XXe siècle, à 2 reprises, 2002 et 2007. Alors, cette présidence est historique dans le sens où elle va remettre les questions du développement africain au centre des préoccupations du G20. C'est-à-dire que les économies en développement, de par le leadership de l'Afrique du Sud, seront à même de pouvoir donner leur agenda, soumettre leur agenda au G20. Vous savez, nous sommes à l'ère de tout ce qui concerne l'économie verte aujourd'hui. C'est vraiment un thème central sur lequel le G20 va devoir se pencher et l'Afrique du Sud aussi. Donc c'est pouvoir donner les instruments aux pays africains de pouvoir se développer tout en se développant vert. Donc vraiment mettre en place un rapport de force avec les grandes puissances occidentales, parce qu'on sait que le G20 est composé de 85% du PIB et les membres du G20 font partie, les membres du G20 conditionnent 85% du PIB mondial. Donc ce qui fait que c'est le lieu, si le leadership de l'Afrique du Sud se matérialise, c'est le lieu où il faudra donner le ton pour que l'Afrique se développe avec ces instruments-là. Ibouba, en quoi cette présidence sud-africaine au G20, c'est un symbole fort pour l'Afrique ? C'est un symbole fort pour l'Afrique parce que c'est pour une grande première pas une grande première effectivement, mais en ces moments tant attendus que l'Afrique du Sud donc puisse se positionner par rapport à cette association-là. En quelque sorte, il faudra juste rappeler que c'est tout à fait économique d'abord, c'est tout à fait c'est avoir des visions tout à fait optimales pour son patelin, pour son continent. Je crois que l'Afrique du Sud a compris cela et dès lors qu'il a été, on leur a confié plutôt donc les larmes donc de ce forum, ils ont dit qu'ils vont mettre l'accent sur donc l'aspect économique surtout du continent. Et comme vous le savez très bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui sont endettés très fortement. Il faudra donc une réforme des institutions économiques mondiales, c'est-à-dire que parler donc de la Banque mondiale, parler du FMI, donc qui pose un vrai problème et qui deviennent un vrai poids pour donc la société africaine. Ils ont aussi posé d'autres jalons qui, à mon avis, portent espoir à croire que donc ils feront le maximum pour que l'Afrique puisse s'en sortir, puisque leur priorité, ils ont bien dit que c'est l'Afrique. Et il faudra rappeler justement que cette institution aussi a été créée après 1999, donc comme vous le savez très bien, après plutôt la crise donc de la cession de l'Europe, de l'Asie plutôt, notamment donc le Japon, je crois, si je me rappelle très bien, et tout ce qui entoure, tout ce qui s'articule autour de cela. Et cette institution a été créée donc au lendemain de cette crise-là. Aujourd'hui, donc, elle est bienvenue, portant après donc le Brésil, c'est l'Afrique du Sud qui porte le flambeau. Je crois que nous pouvons porter espoir donc sur ce continent qui se bat toujours donc pour l'Afrique. Makala Ngebla,
Quel rôle justement cette présidence elle pourrait jouer pour renforcer l'intégration notamment de l'Union africaine dans le G20? Alors, il faut noter que l'Afrique du Sud est la locomotive, effectivement, en termes, aux côtés du Nigeria, aux côtés de certains pays comme l'Égypte et le Maroc, fait partie des locomotives et des pôles lourds en Afrique. Et qu'aujourd'hui, le fait que le G20 soit confié à un pays comme l'Afrique du Sud, dont la dimension économique et le poids économique sur le continent ne fait aucun objet d'aucun doute, le rôle qu'il va jouer, c'est d'effectivement mobiliser effectivement les ressources naturelles, économiques, les potentialités humaines du pays, du continent, afin que les revendications qui ont été portées à un moment donné dans cet espace de ce forum économique et les G20 soient affirmées. Ça, c'est un autre aspect. L'aspect même qu'il faut soulever ici, c'est que l'Afrique du Sud présentait 3 priorités. La souveraineté alimentaire, la question climatique, effectivement, et quand même la question de la sécurité. Et donc, si ces 3 aspects sont présentés et sont validés, je pense que ça va peut-être entraîner d'autres ressources à l'Afrique et générer effectivement au continent des retombées, des plus-values qui peuvent quand même booster, si je peux me permettre de dire, l'économie continentale. Mais il faut aussi dire que le fait de confier effectivement la présidence de G20 à l'Afrique, ça montre effectivement qu'on a resserré l'exclusion qui a été décrite par les pays africains, souvent qu'on était marginalisés, etc. etc. Le G20 confirme que l'Afrique ne peut pas être exclue du processus de développement international et mondial. Et donc nous nous estimons heureux et nous souhaitons effectivement cette présidence et nous encourageons effectivement l'Afrique du Sud qui pour nous porte quand même le combat de tout un continent et donc il faut l'encourager. Alors, malheureusement, je pense que ce qu'on peut décrire quand même dans le G20, c'est l'absence d'autres pays africains. Le seul pays africain qui fait partie du G20, c'est l'Afrique du Sud. Je pense qu'aujourd'hui... Elle seule, elle peut porter les aspirations de tout un continent? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que le laps de temps est très court. C'est-à-dire la présidence, c'est 1 an. C'est énorme. C'est très court pour pouvoir mettre à plat tous les problèmes que l'Afrique rencontre. Et je pense que le G20 n'a pas été mise en place réellement pour pouvoir porter cela. Parce que si elle voulait porter réellement le développement de l'Afrique dans sa vision, elle aurait mis plus de pays africains à l'intérieur de ce G20. Moi, je pense par exemple au Nigeria. Le Nigeria, aujourd'hui, c'est la première puissance économique sur le continent africain. Je pense qu'elle a totalement sa place dans le G20. Donc, c'est pour ça qu'il devrait repenser à cela, permettre l'intégration de plus de pays africains, afin qu'on puisse avoir, lors d'une présidence, réellement la possibilité de parler de tous les problèmes des pays africains. Et dernier élément, l'Afrique du Sud, certes, c'est le catalyseur, mais l'Afrique du Sud est quand même, comment je peux dire, ça reste un seul pays. Il y en a 53 autres aujourd'hui qui ont des problématiques et je ne pense pas que l'Afrique du Sud va pouvoir concentrer cela pendant sa présidence sur 1 an. Ibouba, Ouais, mais l'Afrique du Sud n'est pas représentative, comme vous l'avez évoqué, Frédéric Tchoungui, du reste des défis, du reste du continent. Est-ce que je l'ai paraphrasé, effectivement. Est-ce qu'à elle seule, elle peut justement se faire porte-voix en tout cas de ces problématiques? On parlait tout à l'heure d'inégalité sociale, de crise énergétique. On va développer après peut-être aussi les questions comme la dette et les institutions financières. Quel rôle elle peut jouer justement cette Afrique du Sud? Elle peut jouer un grand rôle, puisque c'est un rôle précurseur qu'elle va jouer, l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, donc, nous savons très bien qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont alignés. Mais vous savez, pour intégrer donc, ce forum, ce n'est pas du tout facile. Il faudra juste noter que ce forum est un forum donc, pour les pays développés et les pays en voie de développement. Donc, qui jonge sur l'économie des pays développés et l'économie des pays en voie de développement. Et pour la sélection, elle est un peu rude et hardie. Je vous donne juste la petite histoire avec la Turquie, qui aujourd'hui essaie d'intégrer donc, le G20, qui était par exemple dans une autre communauté. Alors, ce qui n'est pas du tout facile, c'est très sélectif. Et ils ont des jalons qu'ils posent en général donc, pour pouvoir adhérer donc, au G20. Maintenant, l'Afrique du Sud, c'est vrai que c'est notre porteur de voix présentement, et je crois que ça doit être une fierté. Et dès lors qu'on lui a confié les rênes, je crois que le message qu'il a porté va à l'endroit des Africains d'abord. Donc le président a bien noté qu'il va porter les causes de tous les Africains. Puisqu'aujourd'hui, c'est une grande opportunité, et nous savons très bien que le G20 est en train de se dessiner gros et grand.
géopolitiquement, politiquement, économiquement. Même si nous savons très bien que donc ils ont des arènes qu'ils défendent. En général, c'est le climat, l'économie, l'industrialisation et tant d'autres. Mais ce qu'il faudra savoir, il faudra juste noter que c'est une grande première pour après le Brésil, effectivement. Donc il y a l'Afrique du Sud qui est là aujourd'hui, qui tient les rênes. Donc je crois qu'à partir de 2025, ça sera les États-Unis. D'ici là, il y aura d'autres pays africains qui vont effectivement donc essayer de manifester et cela sera vu par une commission qui est dotée par le G20. En général, c'est une commission qui se réunit. Je crois que c'est tous les ans ou tous les 2 ans qui se réunit pour voir quel pays pourront sélectionner ou pour quel pays ne pas sélectionné. Donc voilà, je crois qu'on peut porter cet espoir-là. Pour rebondir aux propos que mon co-débatteur évoquait tout à l'heure, Frédéric Tungi évoquait, c'est que je comprends sa réticence, le fait que le Nigeria, qui était une des locomotives du continent, je vais ajouter aussi le Maroc, qui ne sont pas aussi... Donc les critères sont des critères très restreints, et comme vous savez très bien, le G20 fait partie effectivement d'un cercle restreint et fermé effectivement des pays économiquement parlant pèsent sur l'échiquier mondial. Maintenant, c'est qu'il faut que nous, en tant qu'Africains, pourrions porter effectivement, saisir cette opportunité historique pour montrer qu'il y a d'autres pays qui peuvent aussi faire autant que l'Afrique du Sud. Et tu l'as vu tout à l'heure, on peut aussi penser au Sénégal. S'il y a des critères qu'il faut soulever. Oui. Le Sénégal regorge des critères démocratiques qui peuvent quand même être inclus, considérés plus en considération et permettre au Sénégal d'intégrer les G20. Maintenant, c'est que la différence de l'Afrique du Sud, c'est qu'il remplit les 2 critères, les critères démocratiques et les critères également économiques. Et donc nous pensons qu'en tant qu'Africains, il faut saluer cette initiative et faire en sorte que nous apportons tous nos soutiens qu'il faut à l'Afrique du Sud et faire que les 1 an de mandat sud-africain puissent quand même être bénéfiques pour l'ensemble du continent africain. Ibouba, je voyais réagir sur justement la nomination du Sénégal comme... Oui, bon, du Sénégal, pas seulement que le Sénégal. C'est clair qu'aujourd'hui, donc en Afrique, on sait que, bon, voilà, nous avons... comment ça s'appelle? Nous avons des gens qui sont imbibés de valeurs et de valeurs sûres pour pouvoir porter quand même la bonne cause de l'Afrique. Le Sénégal tend, mais aussi d'autres pays. Et je crois que ça ne va pas tarder, puisque aujourd'hui, le G20 est en train comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est en train de ratisser grand et gros. Maintenant, la sélection, elle est très hardie. Il ne faut pas croire que c'est fait d'une façon, voilà, comme ça, à la portée. Non, il s'est fait d'une façon ipso facto. Et donc, pour cela, il va falloir être très ardu dans la sélection, mais voir aussi qui peut participer et qui peut ne pas participer. Alors, moi, je pense que l'adhésion peut être régionale, si on va dans votre sens. Même si, personnellement, je pense que adhérer au G20 aujourd'hui cette institution ne prend pas réellement en compte les aspirations du Sud global. Mais si on va dans votre sens et qu'on se positionne d'une certaine manière à ce qu'on souhaite que les pays africains intègrent le G20, il faut savoir que le 19e État qui fait partie du G20, en réalité, ce n'est pas un État, c'est l'Union européenne qui fait partie du G20 dans toute sa globalité. Donc si les pays africains souhaitent adhérer au G20, moi je verrais plutôt cela comme par exemple la zone CEMAC, la zone de la CEDEAO ou encore les autres zones qui constituent le continent africain, les autres zones économiques. C'est plutôt dans ce sens-là. Pour revenir à la présidence de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, malheureusement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le temps, je pense qu'un an, c'est pas assez pour gérer, ou bien pour même insuffler, parce que ce n'est pas tant gérer les problèmes de manière globale, c'est vraiment insuffler une économie, insuffler une politique qui pourrait changer cela. Donc, je pense que c'est très court. Maintenant, l'Afrique du Sud se devra de mettre en place une politique pour pouvoir soutenir le développement du Sud global. Lorsque je parle du Sud global, ce sont les échanges entre les pays du Sud, dits du Sud, donc pays pauvres, entre guillemets. Sud-Sud, le pays pauvre, entre guillemets. C'est là où sa présidence peut être bénéfique pour nous, réellement mettre en évidence les points où nous avons besoin de soutien économique et voir si le G20, dans sa bonté, sa grande bonté, va vouloir orienter cela. Mais honnêtement, le G20 existe depuis un certain nombre d'années. Une vingtaine, oui. On se rend compte que le G20 n'a pas réglé grand-chose. Bien au contraire, nous prenons par exemple des emprunts. Vous avez parlé tout à l'heure du FMI et de la Banque mondiale. C'est très pertinent dans le sens où nous prenons nos emprunts là-bas. Mais le problème, c'est la dette. Vous l'avez évoqué aussi, la dette.
Et justement, la dette, ça fait partie de l'une des priorités pour l'Afrique sous cette présidence. En quoi, justement, Frédéric Tchoungui, sur des questions comme la dette ou comme les réformes des institutions financières, qu'est-ce qu'elle peut défendre concrètement, l'Afrique du Sud? Ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que la dette, le plus important dans la dette, ce sont les taux d'intérêt. En réalité, ce n'est pas tant la dette que vous empruntez, c'est après ce que vous devez payer derrière pendant des années et des années sous forme de taux d'intérêt. Et il faudrait pour cela que l'Afrique du Sud soit capable de renégocier les dettes que nous allons prendre. Parce que vous savez, il y a beaucoup de pays africains qui sont en train de s'endetter. Le Congo s'est endetté récemment. Le Cameroun va s'endetter aussi, ou s'est endetté très récemment. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise gestion, ça fait partie, on sort un peu du cadre, mais c'est lié en réalité. Il y a parfois une mauvaise gestion des pouvoirs publics au niveau des investissements publics qui sont faits. Donc ils ont recours à cette dette. Et nous avons des taux d'intérêt qui font en sorte qu'en réalité, on reste dans cette dette-là à vitam aeternam, sur du très long terme, on reprend de la dette sur de la dette, etc. Donc, si l'Afrique du Sud arrive à nous gérer les taux d'intérêt, à les faire baisser pour qu'on puisse prendre une dette qui est productive. La question de la dette est ce qu'on appelle le goulot d'étranglement de nos États, parce que les dettes n'ont pas été épongées depuis des années, et ça c'est une politique interne aux pays africains qui sont caractérisés souvent par une mauvaise gestion, par une gabegie de la chose publique, et que tant qu'on n'arrive pas à lever ce poids de la dette qui fait écrouler d'ailleurs l'Afrique, on ne pourra pas s'en sortir. Maintenant, ce qu'il faut dire dans cette présidence sud-africaine, c'est que c'est un espace qui va permettre aux Sud-Africains de poser la problématique continentale. Et c'est ça qui est important. Au lieu le fait d'être absent, personne ne parlera à notre place. L'Union africaine fait partie effectivement du G20, elle fait partie. Et donc certainement que l'Afrique du Sud ne va pas agir toute seule. Elle va agir en concertation avec l'organisation continentale et dans la réflexion, dans les propositions. Et c'est ça qui peut permettre à ce que je dis tout à l'heure, ça peut influer, comme tu dis, un peu des retombées qui pourront intéresser les autres pays du continent. Parmi les autres défis, il y a la question de la transition énergétique. On évoquait en début d'émission cette économie verte. Aujourd'hui, comment Ibouba, justement, l'Afrique du Sud, elle peut défendre une approche équilibrée face aux exigences en fait, de ces grandes économies développées? Je fais le pont avec la COP29 et cette doléance du continent africain qui dit on est le continent le moins pollueur, mais on subit le plus de conséquences. Est-ce que l'Afrique du Sud peut justement, en porte-voix du continent, jouer ce rôle, oui, rôle-là. Oui, absolument, forcément, puisque je crois qu'ils l'ont déjà énoncé d'ailleurs. C'est leur dada, c'est leur tasse de café en ce moment, l'Afrique du Sud avec la nouvelle présidence aujourd'hui, puisque ils l'ont dit clairement que donc ils vont d'abord leur principale cause qu'ils vont porter comme un sacerdoce, c'est surtout le climat, l'industrialisation, mais surtout la dette africaine. Donc essayer de voir comment est-ce qu'il faut trouver une solution palliable avec les institutions économiques, c'est-à-dire qu'avec la Banque mondiale et avec le FMI, pour qu'aujourd'hui l'Afrique qui est engorgée de dettes puisse quand même pouvoir souffler un tout petit peu. Et je crois que ça c'est une très bonne cause. Et c'est salutaire d'ailleurs par tous les pays africains, même s'ils n'intègrent pas aujourd'hui. Donc ils s'adossent un tout petit peu, ils portent espoir, c'est leur espoir donc au niveau donc de l'Afrique du Sud, parce que nous savons très bien que le G20 c'est pas n'importe quel, c'est pas une grande institution, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est là où se rencontrent effectivement les grandes puissances économiques, donc où émergent aussi certains pays, effectivement certaines puissances, certains pays plutôt émergents. Donc c'est une grande opportunité pour l'Afrique aujourd'hui, pour l'Afrique du Sud plutôt, de montrer la capacité africaine, de montrer que donc voilà, ils sont capables de porter haut et fort le flambeau de l'Afrique. Alors juste pour rebondir, je pense que les problèmes économiques que connaît le continent africain sont des problèmes d'abord structurels. Lorsque je parle de problèmes structurels, ça veut dire quoi? Vous vous retrouvez dans certains pays africains, vous vous rendez compte que la dette de l'État est à 120% du PIB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos États sont totalement endettés. Et pour pouvoir donc faire face, parce que vous savez, chaque État, à la fin de son exercice, doit trouver des investisseurs pour pouvoir relancer, entre guillemets, la nouvelle période qui va leur permettre de pouvoir mener à bien les grands travaux qu'ils ont mis en place, ou bien simplement payer les salaires des fonctionnaires, tout simplement. Donc, nous avons donc des problèmes structurels en Afrique. Nous allons maintenant nous diriger vers le G20 pour pouvoir avoir de l'aide. L'aide qui va se traduire en dette.
la dette qui va nous plomber nos États. C'est pour ça que moi, je suis plus dans une révision régionale, une régionalisation de l'Afrique au niveau économique. Lorsque je dis régionalisation, on a déjà les zones qui sont déjà mises en place. Mais nous avons besoin de développer une économie interne qui arrive d'abord à fonctionner par elle-même d'une certaine manière. Et cela passe par le développement des retraites, par exemple, des pensions retraites, le développement de tout un mode de fonctionnement économique qui va permettre à l'État de pouvoir s'autofinancer de lui-même avant d'avoir recours à la dette. Parce que le problème de la dette, c'est que, ça, comme j'ai dit tout à l'heure, génère des taux d'intérêt et après, on est coincé dedans. Ouais. Juste pour revenir sur l'énergie verte, très rapidement, vous avez parlé du fait que nous sommes les moins pollueurs, effectivement, et qu'on nous demande toujours plus. Donc, il faudra que l'Afrique du Sud joue réellement un rôle sur cette question-là pour vraiment nous faire valoir le fait que nous sommes les moins pollueurs, nous avons le moins de technologie qui nous permet de polluer notre espace. C'est vraiment une position sur laquelle l'Afrique du Sud a un rôle à jouer. C'est très important qu'elle le fasse, c'est même fondamental pour nous permettre de nous développer. Makaleng Gebla. Sur l'aspect régionalisation, moi je mets des réserves. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, vous savez très bien que si on prend en fait la zone CEMAC, les critères fondamentaux, c'est aussi la stabilité. Les critères fondamentaux, c'est aussi la garantie démocratique. Les critères fondamentaux, c'est aussi effectivement en fait, la bonne gestion et la bonne gouvernance dans ces États. Mais si les G20 confient effectivement la présidence à des États où il y a un déficit démocratique, il y a une mauvaise malversation financière, etc., je pense qu'en fait, ça sera encore une fois de plus l'échec démocratique et l'échec même de transparence. C'est pourquoi je dis qu'il faut partir du constat que le fait de confier la présidence à un État comme l'Afrique du Sud seul, qui à elle seule quand même représente un poids économique, démographique pour le continent. Il a cité tout à l'heure le Nigeria. Pourquoi le Nigeria était absent? C'est parce qu'effectivement la question liée aux critères de stabilité, les critères même des déficits démocratiques, même si le Nigeria a eu des élections libres et transparentes, la question effectivement du nord du Nigeria pose problème à l'unité nationale du pays. Donc je pense que la question de régionalisation, il ne faut pas pour le moment évoquer, mais le fait que l'Afrique du Sud aujourd'hui porte la voix du continent, il faut l'encourager et à travers l'Union africaine, on peut peut-être trouver des propositions pertinentes et faire en sorte que la présidence sud-africaine puisse quand même impacter sur l'ensemble des États africains. Je vous vois réagir un petit peu sur le plateau. Ibouba, vous vouliez peut-être d'abord réagir après Frédéric Tchoungui. Oui, Soukaina, je voudrais juste rejoindre un tout petit peu Makaleng Gebla, ce qu'il venait de tenir tout à l'heure comme thèse. Donc, vous savez très bien que, en revenant plutôt à votre question aussi sur, comment ça s'appelle sur la transition énergétique. Et exactement, sur l'énergie. Il y a une commission en fait qui est dotée au sein donc, de cette association-là, qui est là effectivement pour pouvoir pallier ou pouvoir faire face donc, à ces pays africains, ces pays qui sont en voie de développement, pour pouvoir les satisfaire. Il y a donc des dons qui sont là, où aujourd'hui, vous voyez, il y a plusieurs pays africains d'ailleurs qui demandent au sein de l'Union européenne, qui s'adressent plutôt à l'Union européenne, qui s'adressent au G20 pour pouvoir avoir plutôt cette quête-là. Mais ce qu'il faudra aussi retenir vis-à-vis de l'Afrique du Sud aujourd'hui, nous savons très bien que la sélection pour participer au G20 est une sélection très ardue, très difficile. Donc, Makaleng Gebla, tout à l'heure, a évoqué le problème de la démocratie. Il y a plusieurs facteurs qui sont là, effectivement. C'est un facteur temps, très important. Donc, d'où, ce n'est pas tous les pays africains qui peuvent adhérer. Nous avons vu que même la Turquie a des problèmes là, présentement. Et pourtant, c'est une force motrice qui représente quelque chose de grand sur le plan géographique, sur le plan géopolitique, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, nous savons que l'Afrique du Sud portera cette voix pour les Africains d'une façon noble. Encourageons le président de l'Afrique du Sud pour que tout puisse bien se passer et qu'il puisse satisfaire les aspects donc, des Africains et leurs attentes. Frédéric Tchoungui, sur la question de bonne gouvernance, je vous voyais un petit peu oui, je pense que nous devons aborder la question l'équation économique africaine et le G20 y est mis à l'intérieur d'une manière macroéconomique, aussi d'une manière microéconomique. Macroéconomique, ce sont les grands chantiers que doivent connaître le continent africain et qui, je le pense, ne pourront être mis en place réellement que par les États africains eux-mêmes et conduits par les États africains dans leur intérêt. Maintenant, quand on parle de microéconomie, on parle de développement local. Le problème de l'Afrique, le problème central, et que le G20 ne pourra pas régler, c'est la corruption. C'est-à-dire qu'il y a énormément de corruption dans nos États, ce qui fait que les budgets, en réalité, qui sont
qui devraient être alloués pour le développement économique sont plutôt détournés dans d'autres sphères et dans d'autres procédés. Oui, il y a une opacité toujours qui est pointée du doigt. Tout à fait. Et donc, nous sommes donc dans cette logique-là. C'est pour ça que moi, j'insiste sur la régionalisation des États. Vous avez parlé tout à l'heure de démocratie. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de pays africains qui ne peuvent pas adhérer aujourd'hui au G20. On est d'accord. Mais nous avons... Notre problème aujourd'hui, ce n'est pas la démocratie. C'est ça le problème lorsque nous voulons toujours adhérer à ces grands organismes régionaux, mondiaux, peu importe, qui ne sont pas africains. C'est qu'eux, ils ont leur agenda, ils ont leur manière de voir les choses, qui sont parfois en contradiction avec ce que nous voulons et ce que nous souhaitons. Et surtout ce dont nous avons besoin à l'instant T. Nous avons certes besoin de démocratie, mais nous avons plus besoin d'un développement économique régional. Ça, c'est... Alors, quelle réforme, justement, du système financier mondial, quelles réformes sont véritablement, finalement, envisageables sous la présidence sud-africaine? Mais moi, je voudrais juste compléter, mais apporter un peu du bémol par rapport à ce qu'il disait Frédéric Tchungi. C'est que vous savez très bien que le NEPAD, qui a été porté par l'initiative d'Abdoulaye Wade, c'est un plan Marshall, en quelque sorte, de l'Afrique, qui a été initié par Abdoulaye Wade. Donc, c'est une inspiration africaine et qui est aujourd'hui logée où? En Afrique du Sud. Donc, si nous, Africains, on porte notre espoir sur l'Afrique du Sud et que les NEPAD soient même institués et installés en Afrique du Sud, ça veut dire que ces pays, en fait, détiennent des critères qui peuvent quand même être représentatifs de l'ensemble du continent africain. Maintenant, pour revenir à votre question, les réformes financières s'imposent sur le continent africain. Lesquelles? Les réformes liées, effectivement, au dispositif de nos finances. Vous savez très bien, la question de la monnaie est une cause fondamentale. Jusqu'à là, le continent africain, notamment quand il parlait de régionalisation, en fait, nous avons, pour les pays de colonies françaises, nous avons le franc CFA. Donc, de Dakar à Brazzaville, c'est cette monnaie qui nous réunit. En Afrique australe, ils ont leur monnaie. Le Nigeria, donc le pays du Maghreb. Donc, du coup, il faut absolument harmoniser la question des réformes monétaires sur le continent africain et la souveraineté monétaire. Tant que cette question n'a pas été résolue, je pense que le problème africain restera entier. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que la monnaie, il y a tant d'autres. Donc, nous avons énuméré tout à l'heure l'industrialisation. Nous avons parlé effectivement de la dette, surtout, qui est d'ailleurs... Si on doit être pragmatique, finalement, sur un an, vous l'avez dit, le mandat, il est très court. Ils l'ont dit. Quelles sont les priorités dans ces réformes financières, la priorité, les institutions financières, les réformes envisageables, crédibles en un an, c'est de pouvoir trouver une solution palliable à la dette africaine, notamment, comme l'a précisé le président de l'Afrique du Sud. Puisque aujourd'hui, comment il s'appelle? Cyril Ramaphosa, c'est ça, exactement, excusez-moi. Donc, effectivement, je crois qu'il a bien énuméré et je crois que c'est très, très, très important. Aujourd'hui, maintenant, ça, c'est un poids fondamental qui étouffe les pays africains. Donc, si cette institution-là, effectivement, elle doit pallier donc à des causes macroéconomiques, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, je crois qu'il faudra un signalement fort et il faudra taper fort sur la table. Et c'est ce que l'Afrique du Sud a énoncé. Donc, dès la prise des rênes, il a dit qu'ils vont essayer de pouvoir pallier donc, à ce problème-là qui est un problème fondamental. Frédéric, je pense que la question de la monnaie est fondamentale. Vous l'avez évoqué. Aujourd'hui, un espace économique ne peut pas se développer s'il a une monnaie assujettie à une autre. Vous savez que lorsque vous avez du franc CFA, en réalité, vous avez de l'euro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'euro fluctue, le franc CFA qui est arrimé à l'euro fluctue aussi. C'est-à-dire qu'on est toujours à 655 pour parler de la zone franc CFA, la zone CEMAC. C'est toujours 655. Et toutes les économies qui se développent ont la possibilité de jouer sur les taux de change. C'est-à-dire que je vous prends un exemple. Je suis un Japonais, j'ai du yuan. Je peux attendre que mon yuan soit plus fort, ait un taux plus fort pour pouvoir ensuite faire du commerce avec et acheter des denrées moins chères. Donc, c'est très important qu'on ait la possibilité d'avoir nous-mêmes nos propres instruments monétaires au contrôle. Et je pense que la présidence de l'Afrique du Sud
peut être le point de départ de la rediscussion de l'ensemble des procédés économiques africains. Maintenant, le second point qui est aussi essentiel, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la lutte anticorruption. Parce qu'on ne va pas se développer, un État ne peut pas se développer s'il est corrompu. C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'orientation des budgets ne colle pas avec les aspirations des peuples. Donc c'est très important qu'on ait le contrôle de notre monnaie d'une part et la possibilité d'avoir un État blanc, entre guillemets, quand je dis blanc, c'est la transparence plutôt, c'est plutôt le mot, transparent, qui lui permet de pouvoir mettre en place des politiques économiques qui nous reviennent. Le problème, Frédéric, le problème des structures luttant contre la corruption, contre la concussion de nos biens, on crée effectivement ces structures, mais elles sont créées par qui? Elles sont créées surtout par des États eux-mêmes, je pense, corrupteurs. C'est ça la dynamique qui nous pose problème aujourd'hui, si on veut. Et ici en France, par exemple, vous avez le PNF, le Parquet national financier. Quand vous êtes accusé de détournement de concussion, vous êtes impliqué, traduit devant la justice, et donc c'est au vu sur tout le monde. Et donc, il faut aussi ajouter à cela l'implication d'une société civile forte. Qui c'est cette société civile-là qui va être vraiment regardante sur toutes, effectivement, les questions des réformes, des dilapidations de nos ressources. Tant que cela est là, l'Afrique du Sud, à la différence des autres États, regorge une société civile dynamique. Quand il parle des pays d'Afrique centrale, mais nous, on est complètement plombés par des dettes. Et que même nos États ne sont pas des États du point de vue, effectivement, transparence. Le Gabon, le Congo, le Tchad, le Cameroun, votre pays, sont des pays économiquement parlant, détiennent des ressources naturelles fortes. Mais aujourd'hui, quand tu vois l'état de nos États, vous avez parlé effectivement des questions macroéconomiques. Quand vous avez la question de la communication, quitter Yaoundé pour aller à Maroua, vous avez tout le temps, vous avez des heures, alors que je peux quitter aujourd'hui Paris pour être à Marseille en 2 heures en train. Donc il faut absolument qu'on essaie de résoudre cette question, ou ces questionnements-là, afin de parler effectivement de la question de bonne gouvernance. Oui, Cyril Ramaphosa l'a dit. Cyril Ramaphosa l'a dit, président de l'Afrique du Sud. En exercice d'Afrique du Sud. Voilà, exactement. Donc, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans pour autant mettre le doigt sur le plus important. Et la cible la plus importante, je crois, aujourd'hui pour l'Afrique, c'est surtout la monnaie de 1, mais c'est aussi surtout la dette. Aujourd'hui, les pays africains qui sont en voie de développement surtout, donc ils sont martyrisés par ce poids de la dette là aujourd'hui, qui pose un vrai problème, qui peut pas leur permettre. Il y a la corruption, c'est vrai, mais qui ne peut pas leur permettre de pouvoir s'épanouir dans d'autres aspects attendus par le G20. D'où c'est un vrai problème. Aujourd'hui, ce que nous attendons de l'Afrique du Sud, c'est de mettre en place, peut-être sûrement, ou porter plutôt la voix de ces pays faibles, de ces pays africains qui en général donc, sont dans ce qu'ils sont aujourd'hui, dans ce gisement, pour que demain, le G20 puisse quand même pouvoir faire face à leurs problèmes. Et c'est là le problème économique, le problème monétaire, le problème de l'industrie et tant d'autres. Je crois que ça, c'est l'attente numéro 1 des Africains aujourd'hui. On va développer encore tous ces éléments et justement les freins que vous venez d'évoquer, les obstacles justement qui pourraient freiner éventuellement le repositionnement du G20 comme outil inclusif vis-à-vis de l'Afrique du Sud. On revient dans un instant sur Vox Live, restez avec nous. Merci d'être avec nous sur Vox Live. On l'évoquait à l'instant, les problèmes de corruption, la dette qu'endossent certains pays africains. Frédéric Tchoungui, si on doit énoncer justement les principaux obstacles économiques, mais aussi diplomatiques, qui pourraient freiner les ambitions de la présidence sud-africaine, lesquels seraient-ils finalement ? Les problèmes diplomatiques que peut rencontrer l'Afrique du Sud pendant sa gouvernance, tout simplement, c'est la possibilité d'être réellement l'écho du continent africain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que la capacité de l'Afrique du Sud à pouvoir rassembler autour de son projet, rassembler autour d'un projet, parce que vous savez aujourd'hui l'Afrique, en fait, on parle sans cesse d'une Afrique, mais en réalité il y a des Afriques. Il y a des Afriques parce qu'il y a des Afriques qui sont développées de différentes manières. Il y a une Afrique qui est totalement sous-développée, d'autres qui prennent part, qui sont plutôt des pays en voie de développement. Donc on a diverses Afriques qui en réalité sont parfois totalement différentes.
Et c'est pour ça que l'Afrique du Sud, de par son leadership, de par du point de vue diplomatique, se devra de mettre en place une diplomatie pour rassembler et écouter les doléances de l'ensemble des pays africains pour le développement, pour arriver à ce développement-là. Aujourd'hui, Makalla Ngebla, l'Afrique du Sud, est-ce qu'elle pourrait réussir à peser justement sur les grandes puissances pour défendre les intérêts africains? Mais je n'ai pas de constat que l'Afrique du Sud avait organisé la Coupe du Monde. Vous vous rappelez? Et donc, à partir du moment où ces pays-là, qui a des critères pouvant répondre effectivement aux critères des grandes puissances, je suis convaincu que l'Afrique du Sud, telle que c'est parti et telle qu'elle est, écoutez, vous savez très bien que les Sud-Africains sont le seul, quand ils demandent des visas pour venir en Europe, on leur facilite facilement. Déjà, les passeports sud-africains pèsent, à la différence des autres pays du continent. Et donc, moi, pourquoi j'insiste que l'Afrique du Sud, et il y a aussi un passé historique, l'envergure de Mandela. La personnalité de Mandela convainc effectivement nos partenaires européens et surtout occidentaux que quand il s'agit de l'Afrique du Sud, les respects s'impose. Moi, je suis convaincu que les Sud-Africains, au regard de leur passé, au regard effectivement des potentialités économiques, des ressources humaines qu'ils disposent, ils peuvent porter effectivement les causes du continent africain. Et je pense qu'ils ont le moyen et l'ambition de porter, parce qu'ils ont toujours défendu et plaidé pour la cause du continent. Et donc c'est vrai, c'est que je comprends en fait sa réserve par rapport à plusieurs pays africains. Les États africains sont nombreux. Et donc face à cette situation, il faut quelqu'un qui puisse parler en notre nom. Et l'Afrique du Sud, je pense qu'elle peut sur le volet diplomatique, parce qu'ils font partie des BRICS. Enfin, aucun pays, c'est l'un des rares pays qui fait partie des BRICS. C'est pour vous dire qu'effectivement, c'est un pays transversal qui peut en même temps être écouté par les Occidentaux et en même temps être écouté par l'autre ligne, effectivement, l'autre pan qui conteste effectivement la ligne occidentale. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui... C'est un atout, ça, justement, vous l'évoquiez, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui navigue, comme vous l'avez dit, entre les BRICS, les puissances occidentales, les pays en développement. Est-ce que c'est un atout, justement, cette... Oui, absolument, que c'est un atout, bien sûr. Je crois que Makalla... En quoi c'est un oui, atout? mais historiquement, Makalla vient de l'évoquer tout à l'heure. Si nous faisons donc la genèse, effectivement, donc, de ce pays-là, nous voyons donc la gouvernance de ce pays, donc de Frédéric Leclerc jusqu'à Mandela, ça veut tout dire, en fait, en quelque sorte. Donc c'est une autre vision qui est portée donc, sur l'Afrique du Sud, qui est un peu différente donc, des autres pays africains. Aujourd'hui, l'héritage, il suffit à ce pays-là? Non, il n'y a pas que l'héritage. Allez-y. Je vous en prie. Donc, il n'y a pas que l'héritage. Il y a d'autres fondamentaux qui sont là. L'Afrique du Sud s'est démarquée par rapport à plusieurs choses. Il l'a dit tout à l'heure, il fait partie des BRICS. Donc, ce n'est pas n'importe quel pays aussi qui fait partie des BRICS. Aujourd'hui, donc, c'est une voix, c'est la première voix de l'Afrique qui résonne, qui peut être entendue partout dans le monde. Donc, c'est vrai que les autres peuvent le faire aussi. On peut les faire entendre. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud regroupe beaucoup de potentialités qui font que son positionnement économique, géopolitique et tant d'autres font qu'aujourd'hui, donc, les pays occidentaux sont à l'écoute. Alors, moi je vais un peu me faire l'antagoniste, mais parlons clairement, l'Afrique du Sud, c'est l'un des pays les plus racistes qui existent au monde, où la ségrégation raciale est très importante. Ce n'est pas un modèle d'intégration. Les populations noires, même s'ils ont mis en place un certain nombre de critères, où ils mettent par exemple les noirs en avant sur les postes, et ensuite, ensuite ce sont les blancs, ensuite ce sont les métis, etc., ou peu importe le sens, mais ça reste un pays qui est très foncièrement raciste, où les étrangers africains, attention il faut le dire, où les étrangers africains sont très mal vus. C'est-à-dire qu'il y avait toute une politique on va dire pas de déstabilisation, mais plutôt faire peur aux étrangers lorsqu'ils étaient là-bas, d'intimidation qui ont été mis par rapport aux étrangers africains qui viennent là-bas. Donc c'est très important aussi de remettre les choses dans le contexte, où l'Afrique du Sud n'est pas non plus le pays le plus ouvert, africanement parlant, c'est-à-dire le plus accueillant pour les Africains au jour d'aujourd'hui. Moi, par exemple, je verrais bien un pays qui pourrait nous rassembler. Paradoxalement, ce serait peut-être le Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc aujourd'hui... Le Sénégal aussi. Le Maroc aujourd'hui, c'est une locomotive d'Afrique. Le Maroc aujourd'hui, c'est vraiment un pays qui se veut ouvert sur l'Afrique et qui se veut être une des directions vers le développement des pays africains. Ceci étant dit, nous avons maintenant donc l'Afrique du Sud qui va se positionner, qui est le seul pays qui est représenté.
Donc, Mais est-ce que c'est pas une force justement de pouvoir avoir un pied dans les BRICS, un pied dans les discussions tout à fait. Finalement. Maintenant, juste pour revenir sur un point essentiel, toutes ces organisations-là qui existent depuis longtemps, le G20, les autres organisations économiques qui sont mises en place par les Occidentaux, est-ce qu'ils ont déjà permis le développement de l'Afrique? Parlons-nous clairement. Aujourd'hui, nous sommes ici pour ne pas faire de langue de bois. Est-ce qu'elles ont déjà permis le développement de l'Afrique? Non. Donc, je ne pense pas. Je termine juste, même pas 15 secondes. Elles n'ont jamais permis le développement de l'Afrique. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas leurs préoccupations premières. Leurs préoccupations premières, même s'il y a une ouverture, vous savez, on est passé du G7, G8, maintenant G20, même s'il y a une ouverture, c'est parce que le monde change. Ils sont obligés d'intégrer les autres pays qui font aussi partie des forces économiques. Mais concrètement, ces organisations-là ne sont pas là pour notre développement. Ça, aujourd'hui, on peut s'attendre à aucune avancée concrète. Moi, je relève 2 points de vue, je relève 2 points par rapport à l'intervention de Frédéric sur la question raciale en Afrique du Sud. Mais parlons même de l'Afrique centrale, la question de la libre circulation entre les personnes, les biens. Vous savez très bien, pour venir, un Camerounais qui veut venir en Guinée équatoriale immensement riche, il est confronté à des difficultés d'entrer dans ces pays-là. Donc, du coup, la question raciale, même si elle peut être soulevée... Il y a un héritage quand même ségrégationniste voilà, et d'apartheid mais qui n'a pas empêché à ce que prégnant, prégnant, dont les conséquences sont encore visibles aujourd'hui. C'est ça, mais qui n'a pas été empêché à ce que l'Afrique du Sud soit choisie, malgré effectivement cette question prégnante-là, qui soit choisie par le G20. Donc, moi, je pense que la question raciale, même au niveau racisme intra-africain, auquel il faut aussi se lever. Il faut qu'on dise la vérité. Bon, je salue effectivement son point de vue sur le Maroc. Le Maroc fait consensus. C'est le seul pays effectivement qui aujourd'hui en termes est devenu un dragon économique, parce qu'il y a des investissements au Sénégal, des investissements en Côte d'Ivoire, un peu partout, et même en Afrique centrale. Maintenant, pour revenir à votre question que vous soulevez tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas se faire un doute. L'Afrique du Sud peut, de mon point de vue, aujourd'hui là, porter nos revendications et l'affirmer à un niveau le plus élevé. Et moi, je suis une fois de plus convaincu... Sur la question des résolutions des crises économiques, elle peut faire la différence, l'Afrique du Sud? Ben oui, pourquoi pas? Parce qu'en fait, pourquoi la résolution... Ça a été souvent, effectivement, un de ces dadas. Et ça a été souvent, effectivement, l'Afrique du Sud a été comme une plateforme où souvent des rencontres à un niveau le plus élevé. Et puis tout à l'heure, il disait que le plan a été imposé de l'extérieur. Mais nous avons le NEPAD, qui a été proposé par les Africains. Le NEPAD, c'est une inspiration africaine, mais dont on n'a pas pu décliner effectivement les plans d'action et résoudre ou bien soulever ou bien relever les défis liés au développement. Et donc je pense que la question elle est centrale, la question elle est intra-africaine. Maintenant il faut que le mandat sud-africain puisse être profitable pour le continent africain, d'abord pour le sud-africain, mais pourquoi pas, les retombées doivent être aussi bénéfiques. C'est notre seul recours, l'Afrique du Sud, aujourd'hui. Puisque voilà, c'est le seul pays qui est là, qui représente, malheureusement, qui est là, heureusement d'ailleurs, qui fait partie du G20. Maintenant, quelles qu'en soient les causes, tout ce que l'on peut attendre aujourd'hui, lorsqu'ils ont pris les rênes, ils l'ont bien dit. Donc, c'est de pouvoir porter haut et fort donc, le porte-flambeau de l'Afrique, notamment. C'est un devoir et nous avons tous espoir. Moi, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est peut-être sûrement le temps. Le temps qui les a impartis est très minime. C'est 1 an, c'est pas plus. Donc, à partir de 2025, ce sont les États-Unis. Voyons voir ce qu'ils pourront faire entre-temps. Mais je crois que la clé de tout cela, et ils l'ont bien précisé, je crois, c'est surtout la dette africaine. Ils ont dit qu'ils vont mettre l'accent, le président Ramaphosa l'a bien dit et l'a répété, qu'il fera tout pour mettre effectivement ce problème sur la table, essayer de changer, de réformer les institutions économiques comme le Fonds mondial et le FMI. Je crois que c'est très très important pour pouvoir pallier à ce problème de la dette africaine. Alors, juste pour revenir sur le NEPAD. Le NEPAD, c'est donc une vision économique du développement de l'Afrique et qui n'a pas de porter ses fruits. La raison pour laquelle ça n'a pas porté ses fruits est toute simple. Qui n'a pas de porter ses fruits, concrètement, sur le développement économique. Pourquoi? Parce que c'est un premier processus, un premier réel processus. Et l'Afrique va connaître plusieurs processus de redressement économique qui ne vont pas marcher. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber le développement, mettre l'accent sur le développement régional par les régionaux. C'est pour ça que lorsque je vous parlais tout à l'heure de réformer le FMI ou de réformer la Banque mondiale, mais on ne va jamais pouvoir réformer la Banque mondiale par les Africains. Pourquoi? Parce que la Banque mondiale et le FMI ne sont pas détenus par les Africains. Je termine.
à ce que je sache, le FMI, son siège, c'est à New York. La Banque mondiale, son siège, c'est à New York. Ce n'est pas chez nous. C'est pour ça que les institutions africaines, les institutions financières africaines seront notre possibilité de nous développer avec nos propres structures. Et maintenant, pour revenir sur la présidence de l'Afrique du Sud, pour parler clairement, en des termes clairs et concis pour que nos auditeurs comprennent, auditeurs et spectateurs comprennent bien les choses. L'Afrique du Sud n'est pas un pays, c'est pour ça que moi je n'ai pas un pays ouvert sur l'Afrique. Il faut le dire, il faut être clair. Lorsque vous regardez d'abord les échanges commerciaux, l'Afrique n'est pas le premier pays avec la première zone avec laquelle elle fait des échanges commerciaux. Hein. Ça, il faut le savoir, premièrement. Deuxièmement, l'Afrique du Sud n'est pas dans un souci aussi d'intégration régionale, comme par exemple le Maroc ou bien d'autres pays africains qui sont plus ouverts vers là. C'est pour ça que moi je mets des réserves sur la présidence de l'Afrique du Sud en la capacité de pouvoir nous représenter les aspirations africaines. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'effectivement on a qu'elle, elle est dans ce conglomérat-là d'États, on a qu'elle. Bon, on va espérer qu'elle s'ouvre aussi un peu plus vers l'Afrique, parce que je vous ai parlé des problèmes internes qui sont des problèmes qui traduisent en réalité la frustration des étrangers africains lorsqu'ils viennent là-bas. Et juste pour terminer, vous avez parlé tout à l'heure du fait que l'Afrique du Sud, malgré tous les problèmes qu'on lui connaît, intègre le G20. Oui, l'Afrique du Sud est un pays riche. La question c'est de savoir est-ce que les Sud-Africains sont riches. Ça, c'est notre question. Pourquoi? Parce que là, l'économie sud-africaine est concentrée en réalité dans ce qu'on appelle les Afrikaners en réalité. Les premiers blancs qui étaient là, c'est eux qui détiennent l'économie sud-africaine. Allez dans les bidonvilles comme Soweto, allez dans les bidonvilles autour de Pretoria, autour de Johannesburg. Vous verrez que la richesse n'est pas réellement bien redistribuée. Donc, ce que je voulais dire, ça c'est une parenthèse. Donc, ce que je voulais dire simplement, ce qu'on doit retenir, c'est que on espère que l'Afrique du Sud sera un porte-étendard et qui sera beaucoup plus ouvert aussi à l'intégration régionale et continentale. Si on doit faire un bilan, on arrive bientôt au terme de l'émission. À court terme, concrètement, quel gain immédiat, instantané, on peut s'attendre pour l'Afrique, Makaila? Les gains immédiats, c'est que le fait d'intégrer effectivement le G20, le fait que la présidence soit confiée effectivement à l'Afrique du Sud aujourd'hui, pendant un an, les conséquences immédiates vont certainement aller du constat que, dans un premier temps, il faut impliquer effectivement les États. Et je comprends la méfiance de Frédéric du fait que l'Afrique du Sud a été décriée en termes d'exclusion interne, etc., sociale, la disparité économique. Maintenant, il faut que les Sud-Africains prennent effectivement ces observations-là et associent effectivement dans leur mandat d'un an, associent les autres pays, comme vous l'avez souligné, le Maroc, qui ont effectivement un background en termes d'investissement étranger. Il faut aussi impliquer des États comme le Nigeria et l'Égypte pour que le mandat sud-africain soit un mandat continental. Et l'Éthiopie. Excusez-moi. L'Éthiopie. Voilà. Et donc intégrer ces gens-là et dans l'inspiration et que ces mandats puissent quand même être un mandat continental. Mais l'Afrique du Sud ne peut pas aller dans une démarche solitaire. Ça, moi, je pense qu'il faut vraiment, c'est une des propositions. Donc, c'est là, à court terme, ça peut quand même, sur le champ, impacter nos États, l'économie de nos États et les États riverains et même les organisations sous-régionales. Ibouba, je vous pose la même question. Quel gain immédiat on peut s'attendre avec cette présidence sud-africaine? Elles sont nombreuses, les gains, présentement. Je crois que c'est d'abord la participation de d'autres pays africains. Cela, c'est le numéro 1. Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud va baliser le terrain pour que d'autres pays africains qui... Une meilleure représentation peut-être au sein de... Oui, meilleure représentation. Mais puisque là, ça sera une force motrice, en fait. Aujourd'hui, vous avez bien entendu l'élocution de tous mes deux collègues, donc, qui mettent un tout petit peu l'accent sur la méfiance. Donc, du coup, l'Afrique du Sud est vue et analysée d'une autre façon. Est-ce que c'est l'Afrique du Sud donc, de Klerk, ou bien c'est l'Afrique du Sud de Nelson Mandela? C'est une question à se poser, en fait, en quelque sorte. Donc, ça nous permet de réfléchir. Pourquoi, aujourd'hui, l'Afrique du Sud? C'est un gros problème. Maintenant, il y a d'autres pays africains qui, effectivement, ils l'ont cité tout à l'heure. Il y a le Nigeria, il y a le Sénégal, il y a le Maroc. Il ne faut pas oublier le Sénégal, par contre. Hein. Il y a le Maroc et il y a d'autres pays. Hein. Le Cameroun, peut-être ultérieurement, quand vous mettez un petit peu le lacho sur la démocratie, ça ira. Bon, après, c'est pour rigoler
un tout petit peu, hein, c'est pas grave. On va te Donc, censurer. voilà, exactement. Donc voilà, il y en a d'autres pays aujourd'hui, donc africains, qui, j'en suis persuadé, peuvent effectivement apporter leur pierre à l'édifice. Tout à fait. Frédéric Tchoungui, Alors, même question. moi, je On pense peut que s'attendre à très court terme. Tout à fait. Alors moi, je pense que c'est une question d'abord d'image. C'est-à-dire se dire, dans l'imaginaire africain, dans l'imaginaire mondial, se dire l'Afrique du Sud, un pays africain, en plus il porte le nom Afrique dans son appellation globale, c'est bien pour l'image. Maintenant, le G20 ne pourra pas faire de miracle en Afrique. Pourquoi ? Seulement peut-être au niveau macroéconomique, dans le sens où l'Afrique du Sud, lapsus, pourra négocier un allègement de dette, pourra négocier moins de développement drastique sur nos économies, sur les questions d'énergie verte, pouvoir mettre l'accent dessus et dire que nous avons besoin d'avoir des industries fortes et nous avons besoin de produire en polluant un peu plus que vous, parce que vous avez déjà pollué et nous aussi, nous pouvons légèrement polluer, même si ça doit être bien sûr encadré, bien entendu, encadré pour qu'il n'y ait pas de dégénérescence des écosystèmes parce qu'on en souffre, mais qu'on a la possibilité de se développer et qu'on n'ait pas des sanctions derrière. Maintenant, au niveau microéconomique, nous avons besoin que nos États se réforment d'eux-mêmes et que nos dirigeants assainissent les comptes publics, nos dirigeants aient une vision bien claire du développement économique en incluant de manière inclusive l'ensemble des populations. Et je pense que c'est comme ça que l'Afrique arrivera à son développement. On va également interroger nos téléspectateurs. Quel changement espérez-vous voir sous la présidence sud-africaine au sein du G20 ? On les laissera réagir sous les vidéos publiées sur nos différents réseaux sociaux. On vous retrouve très vite pour une prochaine émission. On arrive déjà au terme de celle-ci. Merci Bouba d'avoir participé à ce débat. Frédéric Tchoungui, merci pour votre analyse. Et Magalhães Guebla, merci pour votre pertinence. Merci beaucoup. L'émission touche à son terme. Merci à tous d'avoir suivi cette émission de Vox Live. On se retrouve très vite.